Adjar. Bonjour Simon Serroussi. Bonjour. Et merci de nous rejoindre en direct. Vous êtes l'ancien porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. On va revenir avec vous sur cette interview accordée hier par Benjamin Netanyahou à la chaîne israélienne de télévision 14. Que retenez-vous de cet échange du Premier ministre et notamment de cette proposition, cette position sur la possibilité d'un accord partiel dans la bande de Gaza avec le Hamas, un cessez-le-feu contre la libération de certains otages, seulement de certains otages, ce qui fait beaucoup réagir notamment les familles de ces otages. Alors vous savez, il y a eu de nombreuses propositions qui ont été faites, qui ont été évoquées depuis le début de cette guerre pour libérer les otages. Nous avons déjà eu un accord de cessez-le-feu partiel pour la libération des premières dizaines d'otages qui ont pu sortir de Gaza. Nous sommes dans une période extrêmement incertaine. Nous le savons, il y a une offre qui est sur la table, qui a été présentée par le président américain Biden, qui a été soutenue aux Nations Unies, qui a été présentée par Israël. Mais il y a aussi, bien entendu, d'autres possibilités pour libérer ces otages. Et je pense que toutes les avenues doivent être prises en compte parce que, encore une fois, nous faisons face à une relation terroriste criminelle qui est extrêmement difficile aussi dans les négociations, qui ne se soucie pas des vies civiles à Gaza. Et qui n'a pas nécessairement intérêt à permettre la libération de tous les otages. Exactement. Ces otages représentent des cartes très importantes pour Yahya Sinwar. Et il sait qu'à partir du moment où il n'a plus d'otages en main, il n'aura aucun levier sur Israël. Et c'est pour cela qu'il demande énormément, qu'il demande des choses qui étaient considéré comme inacceptable au début de la guerre, notamment l'arrêt total des combats et la sortie des troupes de Tsahal de la bande de Gaza. Et je pense donc que notamment les médiateurs, le Qatar et l'Égypte, envisagent, discutent de différentes alternatives afin d'apaiser la tension, de diminuer l'intensité des combats, de satisfaire une partie des demandes israéliennes et de l'opinion publique israélienne. Et aussi, il faut rappeler qu'aujourd'hui, tout est lié au nord, au Liban, à la possibilité d'une escalade dramatique dans la région, potentiellement d'une guerre régionale, il faut le dire. Et donc, je pense que diverses options sont sur la table, y compris celles exprimées par le Premier ministre sur la chaîne 14. J'ai rappelé il y a quelques instants la réaction des représentants des familles des otages, réaction hostile à ces déclarations. Je voudrais également connaître votre réaction à celle d'un ancien chef d'état-major et aux membres comme observateur du dernier cabinet de guerre depuis dissous, à savoir Gadi Eisenkot. Il a indiqué tout à l'heure que la proposition de Benjamin Netanyahou était contraire à ce qui avait été décidé il y a quelques semaines par le cabinet de guerre. Est-ce que les décisions du cabinet de guerre, qui est aujourd'hui dissous, s'appliquent toujours a priori ? Alors, c'est une très bonne question, une question complexe. Et là, nous rentrons au cœur de la politique israélienne. Je pense en tout cas qu'une partie de l'électorat israélien, une partie des hommes politiques israéliens, y compris Gadi Eisenkot, voudrait en tout cas que certaines décisions prises continuent à être mises en place après la fin de ce cabinet de guerre. Est-ce que c'est le cas ? Nous le saurons dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent, c'est évident que la situation est très complexe. C'est évident que la situation évolue sur le terrain aussi en permanence. Il faut en avoir conscience. Et le gouvernement israélien fait face à un dilemme terrible. Est-ce qu'il faut sortir une partie des otages maintenant, quitte à potentiellement perdre les autres sur le long terme, ou alors attendre pour essayer d'avoir un accord global, quitte à ne faire revenir personne vivant? Exactement. Le dilemme est terrible. Toutes les options sont mauvaises, comme souvent au Moyen-Orient, et il faut choisir entre la moins mauvaise de toutes, tout en ayant, encore une fois, les yeux rivés vers le nord. Et on va y revenir bien sûr dans un instant. Simon Serroussi, est-ce qu'on peut s'attendre à une multiplication des protestations, des contestations dans la rue, comme on l'a encore vu ce week-end, face au blocage de ces négociations? On l'a rappelé, évidemment, la responsabilité majeure du Hamas dans ces blocages, mais malgré tout, on sait que les critiques aussi visent Benjamin Netanyahou et son gouvernement. Vous savez, la société israélienne est très polarisée. Et elle l'est depuis un certain nombre d'années maintenant. La parenthèse du 7 octobre est refermée politiquement ? Non, je ne pense pas. Je pense que le 7 octobre a réunifié une partie de toute la société israélienne. Oui. Mais cette polarisation reste. Il faut rappeler que c'est une polarisation que nous voyons dans la plupart des sociétés occidentales aujourd'hui.
On pourra en discuter pendant des heures. Mais cette polarisation, elle est présente en Israël. Elle revient tout doucement sur le devant de la scène. Et il faut aussi rappeler que la question des otages, historiquement, est un sujet extrêmement sensible en Israël. On se souvient aussi des manifestations pour Gilad Shalit. Et c'était un seul soldat à l'époque. Des milliers de personnes étaient dans la rue. Il y avait une pression populaire forte sur le gouvernement israélien pour arriver à un accord. Ron Arad est un personnage dont on parle encore aujourd'hui en Israël. En Israël, qui avait été capturé au Liban dans les années 80. Qui avait été capturé au Liban en 86 et qui n'est jamais revenu. Et Israël est un pays qui n'oublie pas ses soldats, qui ne laisse pas ses soldats, ses citoyens sur le champ de bataille et qui fait tout, y compris des sacrifices gigantesques, y compris des sacrifices sécuritaires pour les ramener. Et je pense c'est aussi un des aspects centraux de la solidité de la société israélienne. Et ce qui permet aux citoyens israéliens d'envoyer leurs enfants à 18 ans à l'armée, de les envoyer combattre pour le pays, c'est aussi parce qu'ils savent que l'armée israélienne, le gouvernement israélien fera tout pour aller les chercher. Et c'est pour cela que lorsque nous avons des situations terribles, comme celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec des centaines d'otages aux mains de nos ennemis, la société civile se mobilise pour faire pression, pour les ramener, ce qui rend la tâche encore plus difficile pour le gouvernement. Et c'est malheureusement un élément dont nos ennemis se servent aussi pour augmenter la pression sur l'État d'Israël. Benjamin Netanyahou, toujours dans cette interview à la chaîne 14, a dessiné la fin de, disons, la guerre à haute intensité dans la bande de Gaza, même si d'autres opérations auront lieu certainement, a-t-il ajouté par la suite, contre le Hamas. Et ce, dans la mesure où la probabilité d'une guerre avec le Liban s'accroît de jour en jour. Hier, Benjamin Netanyahou a néanmoins laissé avancer l'idée d'une fenêtre d'ouverture pour la diplomatie, encore une petite fenêtre pour éviter la guerre. Ça passe nécessairement par la médiation américaine? Je pense qu'il est évident, encore une fois, que les Américains ont un rôle prépondérant, central, majeur, majoritaire dans toute négociation qu'il peut y avoir au Liban. Pas seulement de par leur position de puissance mondiale numéro 1, pas seulement de par leur présence et leur influence dans la région, mais aussi parce que c'est l'interlocuteur en qui Israël a le plus confiance. Et donc, les États-Unis joueront encore une fois un rôle central dans les jours à venir pour essayer d'empêcher une escalade qui semble malgré tout presque inévitable. Dans un contexte de campagne américaine pour la présidentielle, et donc on imagine que Washington n'a pas intérêt à ce qu'un autre conflit régional peut-être encore plus grave Washington n'éclate. n'a aucune envie d'un conflit régional. Il faut le dire, un conflit qui pourrait s'étendre, qui ne serait pas forcément limité au Liban. L'Iran, on l'a vu, n'a aujourd'hui à briser un tabou et est capable de viser directement Israël. Elle a des milices dans toutes ces régions, dans toute la région. Nous sommes donc face à une situation très complexe et les États-Unis veulent à tout prix éviter une confrontation régionale, mais Israël doit et fera tout afin de protéger ses intérêts. Et ses intérêts sont avant tout la tranquillité et la sécurité des citoyens israéliens dans le nord du pays, qui aujourd'hui n'est pas du tout assurée. Et je pense que la patience israélienne arrive vraiment à son bout. Nous sommes dans des journées critiques. Notre ministre de la Défense, Galante, est aux États-Unis aujourd'hui pour des discussions avec l'administration américaine. Je pense que la question libanaise sera au centre de ces échanges. Vous disiez voyage important depuis hier du ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, aux États-Unis. Ces derniers jours ont été marqués par des tensions entre Jérusalem et Washington après les accusations de Benjamin Netanyahou contre l'administration Biden sur le retard et l'annulation, la suspension de certains envois d'armes. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ces tensions alors que l'hypothèse d'un conflit de grande ampleur avec le Hezbollah est prise de plus en plus au sérieux? Simon Serroussi. C'est évident que Israël est dépendant stratégiquement des États-Unis. Que ce soit au niveau des munitions, que ce soit au niveau de la diplomatie internationale et du parapluie diplomatique que les États-Unis nous notamment octroient. au Conseil de sécurité de l'ONU. Tout à fait. Et aussi de leur influence dans la région. Il est donc très important pour nous de garder d'excellentes relations avec les États-Unis, y compris lorsqu'il peut y avoir des différends politiques entre les leaders. Qui doivent s'exprimer publiquement? Alors,
cela dépend de chaque leader, cela dépend de leurs relations particulières. Et c'est une question qui varie d'un leader à l'autre. Ce que je peux vous dire, il faut savoir que ces petites tensions, et j'insiste sur le mot petite, existent depuis longtemps entre le leadership israélien et le leadership américain, souvent démocrate ces dernières années. Et pourtant, au moment critique, au moment où l'existence d'Israël, il faut le dire, a été menacée, le 7 octobre, le 8 octobre, le 9 octobre, le 10 octobre, malgré toutes les différences qu'il y a pu avoir, les États-Unis se sont mis aux côtés d'Israël de la façon la plus claire et la plus courageuse qu'il soit. Biden a envoyé 2 porte-avions américains dans la région. C'est quelque chose d'énorme. Il faut que chacun de nos auditeurs s'en souvienne. Les États-Unis sont responsables en partie du fait qu'Israël ait pu encaisser le choc du 7 octobre, ait pu consacrer des troupes à Gaza et ne pas potentiellement se faire attaquer sur d'autres fronts. Mais Simon, quand vous entendez, ce sera ma dernière question, quand vous entendez ces dernières heures un haut responsable militaire américain considérer que les États-Unis ne pourront pas aider militairement Israël en cas de guerre contre le Hezbollah, comme il l'avait fait contre l'Iran en avril, c'est une source d'inquiétude forte? Au final, l'État d'Israël a les capacités de se défendre. Et c'est la grande différence avec les 2000 dernières années. Aujourd'hui, le peuple juif a une armée, le peuple juif a un pays, et nous ferons tout ce que nous avons à faire pour défendre nos frères et sœurs en Israël et même à l'étranger. Et si nous devons avoir une guerre terrible dans la région, nous aurons une guerre terrible. Et nous paierons un prix très lourd, il faut le savoir, mais nous combattrons parce que nous n'avons pas le choix. Que ce soit avec ou sans nos alliés. Je pense sincèrement que nos alliés seront de nos côtés, en tout cas une grande partie, et les États-Unis sont un véritable allié d'Israël, mais nous serons prêts à tous les cas de figure et nous ferons face ensemble, unis, dans la douleur, afin de protéger notre pays et de protéger notre peuple. Merci beaucoup Simon Serre aussi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'ancien porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. On peut retrouver cet entretien en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur YouTube. Bon après-midi. Bon après-midi, merci.